On avait dit que ça serait bien effectivement que vous refassiez, et puis on aura fini cette première table ronde avec vous, que vous refassiez un tour d'horizon là sur le décret tertiaire, et puis quelques solutions types. Pour nous mettre en bouche pour la deuxième table ronde qui sera plutôt les solutions types qu'on peut adapter sur les rénovations des bâtiments scolaires. J'ai deux slides qui reprécisent un petit peu les enjeux spécifiques au parc scolaire. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par mes confrères hein, sur la première table ronde. L'objectif, c'est pas de tout rebalayer ensemble, si ce n'est d'appuyer peut-être deux points. Un point qui a peut-être été oublié en première table ronde, on parle beaucoup d'économie d'énergie, réduction de consommation d'énergie, alors et d'eau aussi, hein, de réduction de gaz à effet de serre, mais on oublie aussi un petit peu l'eau. Hein. L'eau fait partie aussi des enjeux spécifiques au parc scolaire. Euh, on parle aussi très peu du confort. Alors, on l'a évoqué en introduction, mais on oublie de parler du confort des occupants et surtout de la qualité de l'air intérieur, qui est un sujet quand même primordial hein, sur les écoles. En tout cas, aujourd'hui, c'est des sujets qui doivent être traités et ben, finalement en même temps que la réduction des consommations d'énergie et d'eau. Il y a effectivement des leviers réglementaires hein, qui sont imposés aux collectivités territoriales, aux bâtiments publics. Donc, il y a le décret tertiaire. On en a parlé, Enedis en a parlé, et puis mes collègues en amont en a parlé aussi. Donc, voilà, réduire des consommations à certaines échéances. Donc, on a des échéances à 2030, 2040, 2050, où on doit se conformer à atteindre certains types d'objectifs, que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative. Sans rentrer dans le détail, si on doit dégrossir à horizon 2050, c'est moins 60% d'économie d'énergie qu'il faut aller réaliser. Voilà, c'est des choses qui sont assez énormes. Il y a le petit frère du décret tertiaire on oublie parfois de l'évoquer, c'est le décret BACS. Hein. Alors BACS, c'est de l'anglais pour Building Automation and Control System. C'est finalement de la régulation dans le bâtiment. Alors, c'est pas systématiquement de mettre de la gestion technique, hein, des régulateurs, mais c'est compter l'énergie, suivre l'énergie, réguler simplement les bâtiments. C'est ça qu'il faut réaliser. Et après, bon, il y a d'autres obligations. Bon, la loi du 30 avril 2025, mais dite DADU. Alors, ça poursuit un petit peu le décret tertiaire et un peu moins le décret BACS, mais finalement, cette loi-là, c'est du reporting de consommation, c'est de la réduction de consommation d'énergie. Voilà. On parlait tout à l'heure de solarisation, de solarisation de toiture et de toiture végétale. Alors, ça rentre aussi hein, dans les obligations. Là, vous ne le voyez pas sur la slide, mais ça rentre aussi dans les obligations des bâtiments scolaires, voilà, lors de rénovations lourdes ou de bâtiments neufs, d'aller équiper maintenant eh ben, les toitures, bah, soit de toiture végétalisée, hein, donc il y a des systèmes qui existent très bien maintenant, ou alors directement de panneaux photovoltaïques. Et puis, il ne faut pas oublier que le gouvernement a pour ambition, hein, donc là c'était en 2023, de rénover ben, finalement 10 000 écoles d'ici 2027 et 40 000 écoles d'ici 2034. Donc voilà un peu les enjeux spécifiques au parc scolaire. On peut passer à la slide suivante, merci. 40 000 écoles sur les 59 000 que je citais, donc ça veut dire que Ouais, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Est-ce qu'on est je parle à tout le monde hein, ou à vous, est-ce qu'on est sur la ligne qui était prévue ou on est en dessous? Bah, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on est en dessous de ça. Je laisserai mes confrères compléter. En tout cas, de mon point de vue, on n'y est pas encore, mais il y a le levier financier. Hein. Finalement, c'est bien de donner des objectifs ambitieux comme cela, mais après, derrière, eh ben, il faut du financement, il faut de l'accompagnement, et ça, malheureusement, le nerf de la guerre, c'est le financier, et il faut que ça puisse suivre, quoi. On a réalisé, nous, le bureau d'études Akia Énergie, alors sur la base de données qu'on a récoltées sur notre logiciel de monitoring, parce qu'on a parlé de logiciel, donc on a parlé d'énergisme. Je sais que Enedis en propose aussi, et Akia Energy dispose donc d'un pro logiciel Delta Conso Expert. On brasse énormément de données, et donc on a sorti une petite étude spécifique au parc, alors pas au parc scolaire, mais plutôt au sein d'une collectivité. Je vous ai extrait deux graphiques de cette étude. La première, c'est les coûts en énergie et en eau, attention, hein, par Peut-être qu'on peut le secteur mettre en en plein écran là, 2023. Benjamin? Non, non, on peut pas le mettre en plein écran, donc c'était une Ok, mauvaise bah, remarque. bah, de toute façon, les diaporamas seront diffusés par la suite, je suppose. Mais si on arrive à peu près à lire, donc vous avez deux graphiques, le premier de droite et puis de gauche, pardon, je vais l'expliquer. Vous avez les coûts en énergie et en eau par secteur en 2023, et vous voyez que eh ben, la partie scolaire, finalement, pèse pour bah, la plus grande majorité des coûts pour une collectivité. Vous retrouvez après les sports et l'administratif. Alors bien sûr, c'est une base de données. Issus d'une centaines de bases, donc d'une centaine de collectivités de taille moyenne, hein, ça reste de la moyenne, donc il faut prendre aussi ça derrière
avec des pincettes, mais c'est quand même assez représentatif. On voit que sur la partie école, bon, bah, les coûts en énergie, effectivement, en 2023 ont explosé. Mais c'est aujourd'hui, c'est le parc scolaire qui représente le plus gros budget de la collectivité. Et sur la partie graphique, donc plutôt camembert de droite, là, c'est la répartition. Donc là, on parle de kilowattheure, hein. C'est la répartition de consommation énergétique par secteur public. Et vous voyez que l'école, ça pèse pour un tiers des consommations, derrière le sport, l'administratif, et puis le loisir et la culture. Donc, il y a des choses à faire sur le scolaire. Ça représente une part non négligeable de la consommation d'énergie. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais en moyenne, un élève, donc ça reste de la moyenne, consomme 1145 kWh d'énergie par an, ce qui représente, en y ajoutant l'eau là-dessus, 180 euros TTC, toute énergie, voilà, toute énergie comprise, eau, énergie comprise. Donc il y a des enjeux qui sont assez importants. Maintenant, comment on fait? Quelles sont les solutions? Alors, je sais que dans la seconde table ronde, on va parler de travaux, etc. Aujourd'hui, d'une manière globale, on pourrait, alors Enedis en a parlé, le nerf de la guerre, en tout cas le premier jalon, c'est le suivi des consommations énergétiques. C'est la première chose à mettre en place pour bah, s'assurer déjà de la pertinence ou non d'aller réaliser des travaux. Il faut se situer par rapport à une référence. Donc, c'est important de savoir compter sa consommation d'énergie et de la suivre en fonction de ces consommations, voilà, de ces factures et de ces kilowattheures consommés, eh ben, il y a plusieurs améliorations qui peuvent venir. Il y a les plus simples, hein, quand on parle d'amélioration de l'enveloppe du bâtiment, bah, c'est bien sûr l'isolation. Donc, un bâtiment non isolé, aujourd'hui, il paraît fou de ne pas aller l'isoler, de ne pas aller renforcer et réduire les déperditions thermiques du bâtiment. Ensuite, il y a le remplacement des équipements par des équipements plus performants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être du relamping LED, ça peut être changer une chaudière, une ancienne chaudière pour passer à la condensation après l'isolation du bâtiment. Ça peut être la modification d'un mix énergétique. On parlait tout à l'heure de l'électrification, pardon. Ça peut être se supprimer cette chaudière fuel pour passer à un autre mix énergétique. Donc, ça peut être alors, s'il y a du fuel, il y a rarement du gaz qui est là, mais ça peut être électrifier les procédés. Il y a des choses qui existent, il faut se faire accompagner. Et c'est pas simplement en se disant, bon, bah, on va aller, comment dire, isoler les bâtiments, changer les équipements, etc. Tout ceci, ça passe par des accompagnements. On a parlé de financement auprès de ces accompagnements en début de table ronde, mais il y a des démarches à mettre en œuvre. Il faut se faire accompagner, que ce soit sur des schémas directeurs, on en a parlé tout à l'heure, des audits énergétiques, des études de faisabilité. C'est des choses qui sont très importantes pour aider justement les collectivités à faire le bon choix et pas partir tête baissée dans de la rénovation énergétique sans savoir d'où on part. Oui, parce Et qu'on pour... on, Oui, on parle de choses, on a parlé de beaucoup de chiffres, de dispositifs, de choses complexes, mais on pourrait dire, partir sur quelque chose de très simple en disant, on fait l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments, et donc là, on a quelque chose de très efficace immédiatement. bah ça peut. Alors oui, dans certains cas, ça peut s'y prêter, mais ce qui est important, c'est tout dépend comment on voit le prisme de la rénovation. Est-ce qu'on parle plutôt en économie en euros, en économie en kilowattheure, en économie en carbone? Est-ce que les investissements, c'est compliqué, pas compliqué? Le premier levier de la rénovation énergétique, c'est suivre ses consommations et se faire accompagner dans une démarche plutôt que de te dire bon bah on va aller isoler mon école et puis bah ça fera des économies, ça sera très bien. Peut-être que c'est pas le principal levier à effectuer sur cet établissement. Il y a beaucoup de vieux bâtiments qui sont déjà doublés en isolation. Alors même si c'est une très faible isolation, et ben c'est pas forcément l'isolation, une isolation par extérieur ou une reprise de l'isolation qui sera le plus pertinent à aller réaliser. Peut-être qu'il y a du travail sur la qualité d'air à faire, sur la ventilation, sur du changement de menuiserie, voilà. Alors Donc justement, je crois que là, vous avez le cas d'une école que vous allez nous présenter. exactement, ouais, tout à fait. Donc on a accompagné, donc nous on accompagne hein, dans le cadre de nos missions tous les jours des établissements scolaires et pas que, hein, des collectivités territoriales au sens large. Nous on avait réalisé voilà un audit sur une école primaire. Alors là c'est un petit équipement, petit établissement que je vous propose. C'est toujours compliqué d'avoir les données avant travaux, les données d'audit. C'est intéressant, mais ça reste des données hypothétiques, hein. Un audit énergétique, c'est sur la base d'hypothèses. On pourrait vous dire, bah voilà, ça va faire 30% d'économie, etc. L'étape d'après est importante, de savoir vraiment bah, qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a le cas d'une école qu'on suit régulièrement. Donc, c'était voilà, une école qui était construite dans les années 75. C'était pas une très grande, hein, c'était une école primaire, donc de 590 mètres carrés, une consommation initiale de chauffage de 116 mégawattheures. Euh, il y a eu des rénovations, des installations d'éclairage, voilà, successivement en 2022, 2023, 2024. Idem sur le renforcement de l'isolation en 2022, 2023, 2024. Et puis, bah, on se rend compte qu'au fur et à mesure, donc c'est des données corrigées climatiques, et ben, on voit l'impact aujourd'hui que ça a eu en fonction des travaux qui ont été mis en place. Alors, c'est des travaux très simples, hein.
parce que parfois on parle de rénovation d'école et puis bah on va mettre le paquet sur, on va changer le système de chauffage, on va refaire toute l'isolation, on va refaire toutes les menuiseries, refaire la ventilation, etc. Mais parfois bah, c'est une question de budget, donc là on est sur vraiment un cas classique, petits travaux, hein. Bah, alors petits travaux, on s'entend, mais on peut aller chercher quand même des belles économies d'énergie. Et là, on atteint, grosso modo, on a divisé par deux la consommation d'énergie sur cette école. Et tout ça est parti de la base d'un constat d'audit énergétique sur, eh ben voilà, il va falloir rénover les installations d'éclairage, va falloir, pardon, rénover l'isolation, remplacer les menuiseries. Et puis bon, il y avait une petite dernière préconisation, c'était des volets roulants. Alors, c'est des volets roulants isolants, mais c'est pas ça qui va chercher le plus d'économies d'énergie. Mais c'est ça le plus important. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la temporalité des travaux. Les travaux sont rarement faits en une seule et même année. Et Mm. tout ça parce que c'est des contraintes, alors de fermeture d'établissement, bien sûr, mais aussi des contraintes budgétaires, hein. En fonction des rénovations énergétiques et des aides associées, il peut être parfois compliqué d'aller fermer, parce que quand on va renforcer l'isolation, il faut souvent fermer les établissements, hein. C'est quand même compliqué de faire des travaux en site occupé. Et puis bah, après, il y a le levier financier, hein. C'est parfois pas possible de faire une rénovation en une seule année. Il va falloir échelonner les travaux. Et c'est ce que montre aujourd'hui un petit peu bah, ce cas d'école où c'est des choses qui ont été faites. Et donc, on voit bien l'impact depuis 2022. Voilà, les premiers travaux ont été faits en 2021, bah, fin 2021, début 2022. Et vous voyez l'impact au fur et à mesure des années. Là, donc on voit que vous faites 40% d'économie d'énergie. Juste, je voulais donc là vous êtes sur la première étape du décret tertien, hein, si je me trompe pas, 40% en 2030, 50% en 2040 et 60 en 2050. Donc vous êtes sur le premier niveau, hein, vous êtes en faisant des travaux qui sont pas énormes. Et le retour sur investissement, là, vous avez une idée par rapport à l'énergie? Vous avez fait ce calcul? Alors oui, on l'a fait, mais je l'ai plus en tête et je l'ai pas mis sur la diaporama. C'est vrai que ça aurait été intéressant de le mettre, mais j'ai pas cette d'information là maintenant là. Bon, ok. Voilà. Donc vous aviez autre chose à nous dire, Aurélien? Non, c'était tout. Voilà, C'est- c'était très concis, très factuel. Voilà, ça permettait de partir sur un exemple. Je vais voir s'il y a une question, parce que j'ai pas scrollé dans le bon sens. Euh, alors, euh, alors, on demande pourquoi il y a une chute en 2021. Alors en 2021, j'ai la question, c'est une légère augmentation depuis 2022, c'est ça? Bah, alors, les augmentations d'année en année peuvent être faites effectivement, soit c'est parce que les données sont corrigées à la rigueur climatique. Donc théoriquement, on devrait avoir quelque chose de plutôt stable. Ce qui fait que les consommations évoluent d'année en année, étant donné qu'on corrige qu'à la rigueur climatique, ça peut être soit une augmentation d'usage, soit une mauvaise gestion de la régulation bah, des automates ou des dérives de consignes. C'est des choses qui arrivent, oui, tout à fait.